Que pensez-vous de l'incarcération de Rodrigue Petitot? Alors, cette incarcération fait partie de l'attirail de répression du colonialisme français contre toutes celles et tous ceux qui se révoltent. Et ce n'est pas seulement le président du RPREC qui est concerné, il y a aussi d'autres militants qui aujourd'hui sont en prison. Je parle par exemple de Baramine. Et ce que nous demandons, c'est la libération de ces militants, parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont fait pire, qui ont volé, qui ont pillé, qui ont parfois tué, et qui sont en totale liberté aujourd'hui. Donc nous demandons, en tant que mouvement, en tant que personne aussi, la libération de tous ces prisonniers qui sont des prisonniers politiques. Et ce que nous devons comprendre aussi, c'est que nous sommes aujourd'hui entrés dans une phase de répression et de criminalisation contre les actions militantes. Et par conséquent, nous devons être suffisamment unis pour nous mobiliser et obtenir gain de cause. Ce que nous disons, et je vais en finir là, c'est que chaque fois qu'un anticolonialiste est incarcéré, même si nous avons des contradictions sur un certain nombre de sujets, nous allons régler ces questions entre nous le moment venu. Mais sur le principe, nous devons toujours faire front contre la répression coloniale dans notre pays. L'un des problèmes majeurs du RPRAC a été de ne pas vouloir collaborer avec des politiques ou des syndicats, ce qui les a rendus plus vulnérables, d'autant qu'ils avaient une certaine faiblesse dans la forme. Quel est votre avis? Alors, il est évident que chaque fois que l'on est divisé, chaque fois qu'on a une stratégie qui consiste à culpabiliser X ou Y d'avoir trahi, de ne pas avoir été à la hauteur, etc., eh bien, on s'affaiblit soi-même. C'est pourquoi nous pensons que nous devons être en capacité de gérer les contradictions qui sont entre nous, de discuter franchement des choses, parce qu'il faut parfois poser clairement la discussion pour faire en sorte que l'unité soit réglée. La seconde chose qui est importante, c'est la question du respect entre nous. Nous pouvons débattre. Moi, je suis un partisan du débat. Je pense qu'on n'a pas besoin de grands conducteurs qu'on suit à l'aveugle, sans réfléchir, sans contester. Ce n'est pas ma philosophie. Je pense qu'il faut de manière permanente un débat entre les anticolonialistes, un débat entre les militants. On peut être d'accord sur certaines choses, on peut être en désaccord. L'important, c'est de rompre avec le colonialisme. Et je pense que la manière de s'exprimer à l'égard de camarades avec lesquels nous ne sommes pas nécessairement d'accord, c'est un élément essentiel. Nous ne pouvons pas jouer pour camarades nous. Nous ne pouvons pas dire n'importe qui ça. Nous ne pouvons pas traiter eux comme des chiens. Non, il faut que nous soyons capables de discuter, de voir les contradictions, d'identifier ces contradictions et puis de recommander nous qu'à surmonter dans l'intérêt pays. Mais nous ne pouvons pas demander personne de suivre nous comme des ababas, comme des gens qui n'ont pas le droit à la parole. Tout le monde doit parler, tout le monde doit poser contradiction pour qui ne sont pas d'accord, mais en même temps, il faut que nous soyons capables de chercher l'unité contre ces colonialistes français. On veut supprimer l'octroi du maire et la TVA sur 6 000 produits. Est-ce la solution suffisante quand on sait que tout est cher? Que ce soit les pièces détachées ou le transport aérien. Que proposez-vous? Alors c'est l'une des contradictions que nous avons avec le mouvement qui est en cours. Nous avons dit très clairement que c'était une erreur de ne discuter que de l'alimentaire. Parce que tout est cher. Tout est cher. Et je rappelle que l'alimentaire représente 15% de la dépense des ménages. Avant, il y a les transports, il y a le logement, il y a d'autres questions plus importantes. Donc, aussi importantes tout du moins. Mais faire un focus sur l'alimentaire, à mon avis, conduit à l'accord, si vous voulez, au protocole que l'on a eu. Ce protocole dit quoi? On baisse la TVA et l'octroi de mer sur un certain nombre de produits, 6 000 produits, mais on rattrape les pertes sur des produits dits de luxe, comme par exemple les ordinateurs, ce qui est une aberration, ou les planches à voile, ce qui est aussi une autre aberration si nous voulons développer une politique de la mer. Et c'est pourquoi nous pensons que nous devons débattre sur les principes de la vie chère en Martinique. Vous avez signalé la question des pièces de voiture. Il faut identifier les mécanismes de la vie chère, ce qui a été en partie fait, et faire en sorte que sur ces mécanismes, il y a des interventions, mais l'accord qui a été signé, ou bien le protocole qui a été signé, demande finalement aux Martiniquais de payer les baisses de prix.
puisqu'il y aura baissé un côté, il y aura monté de l'autre côté. Et on maintient ainsi ce qu'on appelle le pacte colonial, c'est-à-dire une situation de mal-développement, et ceux qui vont payer ce mal-développement, ce sont les nègres de la Martinique, les négresses de la Martinique eux-mêmes, et les béquets, et pas seulement les béquets, mais aussi la bourgeoisie noire qui tire des revenus de cette situation et va continuer à prospérer sans que l'on ne remette en question les principes essentiels de ceux qui ont une profitation. La Martinique est malheureusement gangrénée de corruption. La dernière en date est l'affaire Romani à la CTM. Il semblerait aussi que certains à la mairie de Fort-de-France toucheraient des primes non fondées. Quel est votre avis? Il ne semblerait pas. Il est établi. Parce qu'il y a eu des décisions de justice en la matière. Il y a des procès qui se préparent sur ce domaine, que des gens bénéficient d'avantages qu'ils ne devraient pas avoir. Mais je l'ai dénoncé. Quand je l'ai dénoncé à un moment donné, eh bien, on n'a pas eu tellement d'écho. Je pense notamment à un adjoint au maire qui vient de démissionner et qui a soutenu toutes les malversations de la municipalité de Fort-de-France, qui n'a jamais rien dit, qui n'a jamais rien dénoncé, et qui avait comme charge de m'attaquer systématiquement, puisque je suis à la mairie de Fort-de-France en opposition, chaque fois que j'énonçais un certain nombre de vérités. Donc, il y a de la corruption, et pour aller plus loin, ce n'est pas seulement de la corruption politique, il y en a. Et ça ne concerne pas que la mairie de Fort-de-France, ça concerne la CTM, ça concerne aussi un certain nombre de municipalités, mais cette corruption est dans toute la société martiniquaise. On l'a vu dans des affaires, dans des scandales concernant les banques. On le voit aussi dans d'autres domaines, dans le domaine agricole, partout. Il y a un système de corruption massif en Martinique. Et c'est ce système qu'il faut détruire, mais cela demande que les gens que l'on place à des postes de responsabilité aient un minimum d'intégrité, un minimum d'éthique. Or, le problème, souvent, c'est que nous dénonçons cette corruption, mais en même temps, nous élisons des gens dont nous savons qu'ils sont des corrompus. Alors, il faut qu'à un moment donné, les Martiniquais prennent totalement leurs responsabilités et soient conséquents dans ce qu'ils font. Ne mettez pas en place des corrompus ou bien ne mettez pas en place de nouveaux anges qui, brusquement, découvrent qu'il y a de la corruption alors qu'ils ont soutenu cette corruption pendant des décennies. Vous avez mené à bien le processus du cyclotron en Martinique. Mais il me semble que vous avez eu de grandes difficultés quand vous étiez à l'exécutif. Oui, nous avons été conseillers en charge des questions sociales et sanitaires entre 2016 et 2021. Et l'un des projets essentiels, ça a été le cyclotron. Et ce qu'il faut dire, c'est que nous sommes partis de zéro. D'entendez, nous sommes partis de zéro. Et les choses ont commencé à bouger lorsqu'Alfred Marie-Jeanne, en tant que président du conseil exécutif, a accepté de poser 12 millions d'euros sur la table. Mais ça n'a pas été facile, en dépit de cet effort financier. Et l'ARS n'était pas du tout d'accord pour qu'il y ait un cyclotron en Martinique. L'idée, c'était que l'on aille en Guadeloupe et faire ce genre d'opération. Et nous nous sommes battus, non seulement pour avoir un cyclotron, mais aussi pour avoir un cyclotron de moyenne énergie. C'est-à-dire en capacité de créer des produits qui sont nécessaires à la Martinique, mais qui peuvent entrer aussi dans des relations sanitaires, dans des accords sanitaires que nous avons avec le reste de la Caraïbe. Donc ça a été une bataille à toutes les étapes pour pouvoir régler cette question. Et je veux rendre hommage aujourd'hui à la fois à Alfred Marie-Jeanne et aussi à Miguel Laventure qui a su aller chercher dans les fonds européens les moyens de pouvoir avoir ce cyclotron, et le directeur de l'hôpital à l'époque, directeur du CHUM, M. Garel, qui s'est tout de suite engagé à nos côtés pour qu'on ait ce cyclotron dont tout le monde dit aujourd'hui que c'est un élément essentiel, en tout cas dans le développement sanitaire de la Martinique, et qui est d'un intérêt considérable d'abord pour les Martiniquais, pour qu'ils puissent se soigner, pouvoir identifier très tôt les cancers et toutes sortes de pathologies pour pouvoir se soigner en amont. Et cela, nous le devons donc à cette équipe d'Alfred Marie-Jeanne, et nous disons très clairement, parce que c'est un dossier que j'ai suivi de A à Z, lorsque nous avons quitté la CTM en 2021, le bâtiment était en voie d'achèvement, le cyclotron était déjà acheté et en partie payé, et d'autre part, que nous avions déjà mis en place aussi l'association d'imagerie de la Caraïbe qui s'occupe de ces questions. Donc le cyclotron, c'est aussi aux côtés de l'Institut Cher et l'œuvre d'Alfred Marie-Jeanne et de son équipe du Grand Assemblée. Avez-vous quelque chose à rajouter? Non, simplement pour dire que nous sommes entrés dans une phase de lutte décoloniale
Et c'est ainsi qu'il faut poser le problème. Ce n'est pas seulement une question d'alimentation, c'est une question de domination coloniale. Et cette domination coloniale s'exerce de plusieurs manières, y compris par les prix, la profitation, mais aussi dans tous les autres domaines de la vie des Martiniquais, sur le plan culturel, sur le plan de la langue, sur le plan des terres volées, parce qu'il y a cette persécution contre Hervé Pinto, qu'on condamne alors qu'on lui a volé ses terres, et ceux qui ont volé les terres ne sont pas condamnés. Donc il faut que les Martiniquais comprennent que c'est un système global qu'il faut combattre, et il faut sortir aussi de la dépendance politique et aussi de la dépendance alimentaire, qui sont des institutions qui concourent à maintenir la Martinique dans le sous-développement, dans le mal-développement et aussi dans la soumission politique et idéologique.